Les années 90 sont fertiles pour les city builders, entre le contemporain de SimCity, la logistique des The Settlers et l'histoire des jeux d'Impression Games comme Caesar. Et pourtant, seule une série a survécu envers et contre tout au fil des décennies. Anno et ses colonisations d'îles, des grandes découvertes des premiers jeux, jusqu'au futur et à l'époque victorienne des derniers softs de la série. Les Autrichiens de Max Design proposent ainsi en 1998 un city builder basé sur l'exploration, la colonisation d'îles, l'établissement de chaînes de production et l'évolution des colons avec Anno 1602. Contrairement au soft précédent du studio, Anno 1602 a fait un véritable carton, se déclinant en 7 opus principaux entre 1998 et 2019, avec un 8e opus en préparation pour une sortie cette année. Anno 1602 ramène ainsi au genre une complexité économique et commerciale qu'on trouvait plutôt dans des jeux de gestion économique. Retournons donc aux origines de la série, en plein âge des grandes découvertes. Le studio autrichien Max Design, fondé en 1991, diversifie ses expériences avec des puzzle games comme Think Cross en 1991 pour faire correspondre les formes et couleurs, un RPG post-apocalyptique avec Burn Time en 1993 et un jeu de shoot spatial avec Strike Base en 1996. Mais ce qui se rapproche le plus des deux premiers Anno, qu'ils développeront entre 1998 et 2002, c'est leur jeu de gestion économique, comme la gestion de flotte commerciale de 1869 Artam Wind en 1992. A l'époque, le city builder commence à se développer avec les villes contemporaines de SimCity, de Maxis, la logistique de The Settlers, de Blue Byte, et les versions historiques de Caesar, d'Impression Games. Anno 1602 produit alors une synthèse réussie entre les niveaux de peuplement des SimCity et Caesar, ainsi que les chaînes de production et la gestion militaire de The Settlers. Vous êtes donc en 1602, en plein âge des grandes découvertes, avec des explorateurs sillonnant les mers du globe pour découvrir de nouvelles terres et de nouvelles ressources, avec le début de la colonisation. Comme tous les jeux de la série, la date est un multiple de 9, mais n'a finalement pas grande importance si ce n'est pour camper une époque particulière. Dans les scénarios proposés, ou en jeu libre, vous dirigez donc une nation indéfinie, avec son navire, face à un chapelet d'îles. Vos compétiteurs et vous-même vous lancez donc pour aller découvrir les îles les plus vastes ou celles qui contiennent le plus de ressources pour utiliser vos réserves de départ afin de fonder votre première colonie. Les graphismes pastels et les remakes de musique classique participent à une atmosphère fondamentalement tranquille, contrastant avec l'évolution rapide de vos concurrents. Pour construire vos premières maisons, vous aurez besoin de bois. Vous posez donc des huttes de bûcherons. Chacune d'entre elles a une zone spécifique autour d'elle à laisser libre pour une productivité maximale, chose qu'on retrouvera pour beaucoup de bâtiments de production, requérant un placement millimétrique. Vous reliez ensuite le tout par des routes à vos entrepôts pour qu'un petit bonhomme aille chercher votre production régulièrement pour la mettre dans vos stocks. Progressivement, vous mettez en place de plus en plus de chaînes de production, comme des tisserands avec des élevages de moutons, des champs de ressources tropicales associés à de la production de sucre ou de rhum, qui nécessiteront toujours plus d'entrepôts et que vous débloquez en même temps que vous développez votre colonie. Pour votre peuplement de départ, vous placez un marché et vous construisez avec du bois des habitations. Mais si vous voulez vous développer, il faudra répondre aux besoins croissants de vos colons. Au départ, ce sera simple, avec de la nourriture, de la laine et une église, nécessitant la construction de quelques chaînes de production. Lorsque la satisfaction est haute, vous pouvez imposer davantage vos colons, qui peuvent également passer un niveau de peuplement pour passer à la classe sociale supérieure, représentée par l'évolution graphique des maisons. Si les impôts seront alors plus importants, les besoins le seront tout autant, avec la nécessité d'avoir des produits de luxe, avec du tabac, des épices ou encore du cacao, ce qui implique de nouvelles chaînes de production. Si certaines de ces ressources sont présentes sur votre île, d'autres nécessiteront d'aller fonder une autre colonie. Chaque île a en effet ses ressources propres et productivités associées sur le cacao, la canne à sucre et j'en passe. Pour éviter de vous fournir chez le marchand du coin moyennant finance, vous devrez donc utiliser votre navire de départ, le charger de ressources, lui faire rechercher une autre île et le faire créer une nouvelle colonie. Dans celle-ci, vous devrez mettre en place les chaînes de production nécessaires avant de créer une route commerciale entre vos îles pour les faire s'échanger les ressources. Vous avez ainsi la recette miracle d'Anno, des chaînes de production de base pour des colons, l'évolution des colons, de nouvelles chaînes de production à établir, nécessitant de nouvelles îles à coloniser, ce qui permet de continuer l'évolution des colons et de débloquer progressivement tous les bâtiments du jeu. Vous pourrez ainsi établir des chantiers navals, avoir une flotte commerciale, préparer une flotte de combat pour vous défendre contre les pirates, voire préparer des unités terrestres pour aller envahir vos voisins. Le tout avec moult chaînes de production de plus en plus complexes et un équilibre à gérer entre l'offre et la demande pour vendre vos produits
et récupérer ainsi une mise capable de maintenir à flot tous vos bâtiments. Le soft est loin d'être simple, ressemblant davantage à un jeu de simulation économique, ne bénéficie pas de l'interface la plus claire de l'époque et a un système militaire qui requiert beaucoup de ressources pour se déployer. Mais les possibilités du titre sont suffisamment intéressantes pour que le jeu soit un véritable succès commercial, avec 2 millions de copies écoulées en 3 ans, dont la moitié dans le monde germanophone. En 2002, Anno 1503 vient améliorer la formule de son prédécesseur, avec plus de bâtiments et chaînes de production, des îles plus grandes et une plus grande diversité d'unités militaires. Le soft s'écoule également en quelques années à 2 millions de copies, mais Max Design ferme en 2004. La série est récupérée par les Allemands de Related Designs, qui font paraître Anno 1701, toujours un multiple de 9, en 2006, plus accessible que ses aînés. Édité par Ubisoft, il travaille avec le studio allemand Blue Byte pour produire Anno 1404 en 2009, qui change de temporalité pour le Moyen-Âge et rajoute un autre climat à gérer avec l'Orient. Et Anno 2070 en 2011 emmène la série dans un futur dystopique lié au changement climatique avec des ressources sous-marines. Related Design est finalement racheté par Ubisoft et fondu avec Blue Byte pour devenir la holding Ubisoft Blue Byte qui s'occupe d'une suite encore plus futuriste avec Anno 2205 en 2015 qui permet de construire sur la Lune avant un retour aux sources historiques avec l'époque victorienne d'Anno 1800 en 2019 et ses multiples climats largement acclamés par la critique. Anno 1602 a fait muter le city builder en lui ajoutant une bonne dose de simulation économique germanique typique des années 90, qu'on reconnaît encore aujourd'hui à travers ses multiples itérations, toujours développées par les développeurs allemands d'Ubisoft à travers Ubisoft Blue Byte, basé à Düsseldorf. La série a développé ses périodes historiques, a varié son gameplay via de nouveaux climats et compte désormais s'étendre vers l'Antiquité avec le prochain Anno 117 prévu pour 2025. La colonisation d'îles vidéoludiques a toujours autant la cote.